En ingénierie, lorsqu'un projet est conçu, le dessin technique est utilisé pour le représenter graphiquement sur un écran ou une feuille, afin que les ingénieurs, les ouvriers, mais aussi ceux qui les auront besoin de ce produit, puissent communiquer entre eux et comprendre comment il est fait. Dans cette vidéo, nous verrons les bases de l'apprentissage de la lecture d'un dessin technique. Ainsi, en quelques minutes, vous pourrez interpréter correctement les différents éléments qui la composent. Il y a plusieurs normes qui définissent des lignes directrices pour la réalisation de dessins techniques, comme le système international ISO. Mais dans cette vidéo, nous ne verrons que les principes de base qui sont généralement communs à chaque standard. Prenons un objet très simple. Cet arbre a de nombreuses caractéristiques. Voyons son dessin technique. Pour représenter l'objet sur une feuille de papier, on a besoin de certaines de ses projections, c'est-à-dire les représentations graphiques qui décrivent l'objet. Comme on peut le voir, sa représentation tridimensionnelle est présente. Une aide, pas toujours disponible, pour comprendre immédiatement la forme de l'objet. La projection est en axonométrie isométrique, c'est-à-dire que les axes X, Y, Z forment trois angles égaux à 120 degrés. Ensuite, nous avons une projection orthogonale. Pour comprendre la forme de cet objet, nous avons besoin de trois de celles-ci. En fait, il y a jusqu'à 6 images bidimensionnelles représentant des vues perpendiculaires de l'objet. Mais la première chose à faire pour comprendre les projections orthogonales est de lire le cartouche, un tableau généralement situé en bas à droite, dans lequel figurent toutes les informations principales. On y trouve généralement le logo de l'entreprise et le nom du concepteur, pour savoir qui contacter, un titre, un code ou un numéro de dessin et tout ce qui est nécessaire à l'identification et à la traçabilité de l'objet, généralement dans un cartouche séparé, le numéro et la date de révision, pour savoir s'il s'agit de la dernière version du dessin et quand il a été réalisé. Enfin, il y a l'échelle du dessin et le format du papier sur lequel il doit être imprimé pour obtenir l'échelle correcte. Ces deux informations sont liées. Et plus souvent, le dessin d'un objet n'a pas de dimension réelle, mais elles sont mises à l'échelle pour correspondre aux dimensions d'une feuille. Si cette feuille est imprimée dans le format indiqué, alors l'échelle sera correcte. Dans ce cas, l'échelle est de 1, 1, ce qui signifie que le dessin est à l'échelle réelle, et à les mêmes dimensions que l'objet réel. Donc si nous prenons des mesures directement sur la feuille de papier au moyen d'une ligne, celles-ci seront effectives. Tandis que si l'on l'écrit, par exemple échelle 1, 2.2, cela signifie que l'objet est dessiné réduit de la moitié de ses dimensions réelles. Dans la pratique, les dimensions que nous mesurons devront être multipliées par 2 pour comprendre quelle est la taille réelle de l'objet. Si en revanche il est écrit 2, 2.1, nous sommes en présence d'un agrandissement. L'objet sera dessiné 2 fois plus grand par rapport à sa taille réelle, donc nous devons diviser les dimensions mesurées par 2. Un autre élément fondamental est le symbole pour définir si la projection orthogonale utilisée du premier derrière, la méthode européenne, ou du troisième dièdre, la méthode américaine. Les projections orthogonales ne sont pas disposées au hasard, elles sont alignées entre elles selon l'une de ces méthodes. Avec la méthode du premier derrière, l'objet se trouve entre l'observateur et les plans de projection. En imaginant un cube entourant l'objet, chaque vue est projetée sur les parois intérieures du cube, qui est ensuite déplié pour créer toutes les vues. Pour simplifier, c'est comme placer l'objet sur la feuille et le rouler pour disposer les différentes vues. En revanche, avec la méthode du troisième dièdre, ce sont les plans de projection qui se trouvent entre l'observateur et l'objet. En imaginant que le cube entoure l'objet, chaque vue est projetée sur les parois extérieures du cube, pour être ensuite dépliée. Pour simplifier, en partant de la vue de face, on a à droite sa vue de droite, en haut sa vue de dessus, en bas sa vue de bas, etc. C'est exactement l'inverse de la méthode du premier derrière. La tolérance générale est elle aussi présente. Les projections orthogonales contiennent des dimensions, valeurs numériques qui correspondent aux dimensions réelles de l'objet et qui sont expérimentées en millimètres dans les dessins mécaniques. Au moment de la production, on ne peut pas espérer une perfection absolue. Cette information permet de comprendre à quel point l'usinage doit être précis. Dans ce cas, lorsqu'il est écrit plus ou moins 0,10, cela signifie que la tolérance est de 2/10 de millimètre.
donc cette dimension de 41 mm, on accepte une erreur de fabrication qui peut être plus 1/10, c'est-à-dire 41,1, ou moins 1/10, c'est-à-dire 40,9. Une tolérance peut être également spécifique à une dimension donnée. Similairement aux précédentes, il existe les raccords et les chanfreins pas listés. Ces données générales doivent être prises en compte à moins qu'un bord d'angle ou un bord chanfreiné ne soit spécifié dans la dimension. Enfin, il peut y avoir des lignes supplémentaires spécifiant la finition, la rugosité ou d'autres caractéristiques de la pièce, qui ne peuvent pas être dessinées, comme par exemple le matériau qui, dans ce cas, comme l'indiquent les acronymes des systèmes de classification AISI et SAE, est de l'acier inoxydable 304 commun. Passons maintenant au dessin réel. Comme nous pouvons le voir, il est composé de différentes lignes, de différentes épaisseurs, continues ou en tiret. Chacun d'entre elles a une signification. La ligne épaisse définit tous les contours et arrête qui peuvent être vus dans cette vue, tandis que la ligne en tiret indique ceux qui ne peuvent pas être vus dans cette vue particulière. Une ligne en pointillé, en revanche, indique une symétrie si l'objet situé de part et d'autre de la ligne est en grande partie réfléchi. Elle est également utilisée pour les orifices. Une ligne en pointillé peut également indiquer une section, si en présence de flèches qu'en indique la direction de vue et de lettres qui figurent sur le dessin réel de la section. La section est une vue interne de l'objet. Si nous sommes en face d'elle, il y a les champs barrés avec les lignes à 45 degrés représentant la surface interne de l'objet, comme s'il s'agissait de la surface coupée du solide. Tandis qu'un détail et un agrandissement d'une certaine zone, toujours nommés par des lettres, où généralement les lignes irrégulières interrompent le dessin en ne laissant que les parties nécessaires. Les dimensions au contraire sont représentées par des lignes fines et continues. À côté des valeurs numériques peuvent indiquer les longueurs des différentes parties de l'objet, les raccords si la lettre R est représentée, les diamètres en présence de symboles phi, les chanfreins en précisant la hauteur et le degré d'inclinaison. Ils doivent toujours être disposés extérieurement par rapport à la projection et peuvent être attachés aux lignes visibles et aux axes de symétrie. Ils sont donc disposés intérieurement seulement en cas de nécessité, et les lignes cachées ne sont pas cotées. Pour ces raisons, il existe d'autres vues et sections. Les orifices filetés, cependant, sont représentés par deux cercles concentriques représentant le fond et la crête du filetage. Généralement, les orifices filetés sont définis conformément à la norme ISO, qui se compose des éléments suivants. Une abréviation, dans ce cas M6, qui spécifie le diamètre du trou à réaliser et le diamètre du filet à réaliser. Après un X, le pas de fin peut être indiqué. S'il n'est pas présent, il est attendu qu'il s'agit du pas standard. Après un X, la longueur du trou fileté est indiquée. Souvent, le trou fileté est doté d'une fraise conique ou cylindrique qui sert à accueillir la tête de la vis, dont les dimensions sont spécifiées et qui est standard selon le type de vis. Avec les dimensions, l'indice de rugosité de cette face particulière peut également être indiqué, ce qui peut s'écarter de l'indice de rugosité générale. Enfin, il peut y avoir des remarques concernant l'usinage ou des avertissements. Maintenant, tu as compris les principes de base du dessin technique. Tu peux l'utiliser pour fabriquer un objet ou concevoir un projet toi-même. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le nous savoir en laissant un like et un commentaire. Vous pouvez également la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous recommandons de visiter notre site jaiscompany.com pour découvrir nos projets à venir.